Pour le découvrir, il faut remonter aux événements explosifs qui ont conduit à cet appel historique. Retour sur une séquence qui a bouleversé tout l'équilibre régional et dressé un mur de défiance entre l'Afrique et ses anciens maîtres. Voici comment tout a commencé. Qu'est-ce qui fait trembler les plus grands stratèges de la planète? Imaginez, il est 3h17 du matin à Ouagadougou. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, est brutalement tiré de son sommeil par la sonnerie stridente d'un téléphone sécurisé. Sur l'écran, 8 lettres glaciales, K-R-E-M-L-I-N. Au bout du fil, Vladimir Poutine lui-même, un homme habitué à dicter les règles du jeu mondial, mais qui, ce soir-là, se retrouve dans une situation inédite. Mais ce n'est ni une menace, ni une demande d'alliance. C'est autre chose. Une inquiétude mêlée à une admiration froide. Poutine, l'un des hommes les plus puissants du monde, appelle personnellement un chef d'État africain, en pleine nuit, un geste presque sans précédent dans l'histoire des relations internationales. Pourquoi? Parce que, pour la première fois depuis l'indépendance du continent, l'Afrique ne tend la main à personne. Elle n'attend pas de renfort, pas de prêt, pas de permission. Elle agit pour elle-même et le Kremlin est obligé de s'incliner devant ce nouveau pouvoir africain, autonome, imprévisible. Cette nuit-là, Poutine ne cherche pas à imposer sa volonté comme il l'a si souvent fait avec la Syrie, l'Ukraine ou la Biélorussie. Il tente de comprendre. Que se passe-t-il en Afrique de l'Ouest? Un nouvel équilibre mondial est-il en train de naître? Les lignes bougent et personne, pas même Moscou, ne veut rater ce tournant. Si l'Afrique saisit cette chance unique, elle peut renverser la table, prouver qu'elle n'a plus besoin de tuteurs ni de protecteurs et imposer sa dignité et sa puissance au monde entier. Mais si elle échoue, le vieux piège de la dépendance risque de se refermer et sa révolution d'être confisquée par d'autres mains. C'est une course contre la montre, un enjeu existentiel pour des millions de vies. Alors qu'a-t-il bien pu se passer pour que Vladimir Poutine, inquiet et fasciné, décroche son téléphone à une heure aussi improbable? Pour la première fois depuis 6 décennies, 3 nations africaines rompent résolument avec le passé. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont ensemble exigé le départ de toutes les bases militaires occidentales de leurs terres. Jamais, depuis l'indépendance, un tel front uni n'avait vu le jour sans l'ombre d'un aval étranger. Pour mettre ces faits en perspective, rappelons que, dans les années 60, alors que la plupart des pays africains accédaient à l'indépendance, la France, la Grande-Bretagne et d'autres puissances européennes conservaient des bases militaires stratégiques, prétextant la sécurité, mais maintenant en réalité une influence directe. C'était le cas par exemple au Sénégal avec la base de Dakar ou encore à Djibouti, point névralgique de la Corne de l'Afrique. Cette alliance de défense, née d'une volonté purement africaine, n'a sollicité la permission de personne. Contre toute attente, ces pays ont refusé de remplacer l'influence française ou américaine par une mainmise russe ou chinoise. Ils ont brisé le cycle traditionnel, changé de maître mais non de destin. Pour illustrer ce changement, souvenons-nous de l'Égypte de Gamal Abdel Nasser dans les années 50, qui avait tenté de jouer les blocs Est et Ouest pour obtenir des avantages, mais n'avait pu s'affranchir réellement de l'influence extérieure. Aujourd'hui, le Sahel va plus loin. Désormais, une souveraineté africaine prend forme, basée sur les ressources propres, les choix autonomes, la capacité à définir ses priorités. Le défi n'est plus seulement militaire. Il s'agit de construire une indépendance réelle où chaque décision a un poids. L'Afrique fixe ses règles, choisit ses partenaires, impose ses conditions. Cela rappelle la posture de l'Inde post-indépendance qui refusait de s'aligner durant la guerre froide. Mais ici, l'enjeu est d'autant plus grand que le continent est souvent perçu comme un terrain de jeu pour d'autres puissances. L'audace ne s'arrête pas là. Pour la première fois, le Burkina Faso annonce vouloir raffiner son or localement. Fini l'ère où la richesse minière s'envolait brup, vendue à vil prix pour revenir 100 fois plus cher. Toute la chaîne de valeur, extraction, transformation, commercialisation, reste désormais sur le sol africain. Cette décision rappelle le virage opéré par la Norvège dans les années 70 qui a choisi de maîtriser toute la chaîne pétrolière et gazière, transformant une ressource en véritable moteur de développement national. Mais derrière ces décisions historiques, une question brûlante demeure. Cette unité nouvelle peut-elle vraiment durer face aux pressions extérieures et aux défis internes? C'est là qu'intervient le témoignage inattendu d'Ibrahim Traoré. Ce basculement déstabilise non seulement Paris et Washington, mais aussi Moscou. Car l'Alliance ne se contente pas de changer de protecteur.
Ni ouest, ni est. L'Afrique choisit, l'Afrique agit, l'Afrique s'affirme. Une onde de choc géopolitique se propage, dont nul ne mesure encore l'ampleur. Pour s'en convaincre, il suffit de lire les analyses récentes du Conseil de sécurité des Nations Unies ou du Parlement européen, tous surpris par la rapidité et la détermination du mouvement ouest-africain. Ce bouleversement rebat les cartes économiques. Garder la valeur ajoutée, créer des emplois hautement qualifiés, renforcer la souveraineté financière. C'est une rupture nette avec le modèle des échanges inégaux qui a, des décennies durant, entravé le développement du continent. Refuser cette voie, ce serait accepter de replonger dans l'injustice et la dépendance. Pour donner un exemple concret, citons le cas du cacao ivoirien. Pendant des décennies, le pays exportait le cacao brut, tandis que la Suisse ou la Belgique réalisaient l'essentiel des profits grâce à la transformation et la commercialisation du chocolat. En raffinant l'or sur place, le Burkina Faso évite ce piège. La révolution technologique qui secoue l'Afrique n'est soutenue ni par la Chine, ni par la Russie, ni par l'Occident. Elle prend sa source dans un modèle inédit, né de l'alliance entre Africains du continent et leurs frères afro-américains. Cette union déjoue toutes les certitudes des puissances établies, car, pour la première fois, la souveraineté africaine s'affirme sans devoir rendre de compte à Moscou, Washington ou Pékin. Au cœur de ce bouleversement, des ingénieurs et investisseurs afro-américains jouent un rôle décisif. Ils n'apportent pas seulement des fonds, ils transmettent leur savoir, adaptent les technologies de pointe aux réalités africaines et inventent des solutions taillées pour les défis locaux, loin des modèles copiés sur l'Europe ou l'Asie. Par exemple, dans le domaine des télécommunications, la société DiasporaNet, fondée par des ingénieurs issus du MIT et originaires du Nigeria et de la Jamaïque, a mis sur pied un système de transmission de données chiffrées spécifiquement conçu pour résister aux tentatives d'espionnage étatique. Ce dispositif, utilisé aujourd'hui par plusieurs gouvernements africains, a permis d'éviter des fuites stratégiques d'informations lors des récentes négociations minières. Prenons les télécommunications. Désormais, les réseaux africains sont protégés par des systèmes conçus par la diaspora afro-américaine, bien plus sûrs que ceux proposés par la Russie ou la Chine. Ces infrastructures sont devenues pratiquement inviolables aux techniques d'espionnage traditionnelles, rendant obsolètes les anciens outils de surveillance étrangère. On se souvient du scandale de la mission de l'Union africaine à Addis Abeba en 2018, lorsque l'on a découvert que le serveur principal, fourni par une entreprise chinoise, transférait chaque nuit les données sensibles vers Shanghai. Aujourd'hui, grâce à ces nouveaux systèmes, un tel épisode serait impossible. L'énergie est un autre front. Grâce à l'expertise de la diaspora, l'Afrique atteint une indépendance que la plupart des États européens ou russes n'osent pas imaginer. Des centrales solaires, des micro-réseaux et des innovations dans le stockage de l'énergie s'implantent partout, libérant le continent du joug du gaz russe ou du pétrole importé. Prenons l'exemple du village de Koudougou au Burkina Faso, où un consortium afro-américain a installé une centrale solaire hybride capable de fournir de l'électricité 24 heures sur 24 à plus de 5000 foyers. Ce modèle, réplicable, a inspiré des projets similaires au Kenya et au Ghana. Éducation et santé suivent la même dynamique. Des professeurs et médecins afro-américains mettent en place des formations médicales de haut niveau, attirant des étudiants de toute l'Afrique. Là où l'on envoyait jadis la jeunesse à Moscou ou Kiev, le continent devient lui-même une destination prisée, où l'on enseigne les standards internationaux en partenariat avec la diaspora. À Dakar, depuis 2022, l'Université panafricaine de médecine accueille chaque année des étudiants venus du Bénin, du Cap-Vert et même de la diaspora brésilienne, formés par des praticiens diplômés de Harvard et de Johns Hopkins. Cette dynamique inverse le flux traditionnel du brain drain. Face à la montée irrésistible de l'alliance afrodescendante, Vladimir Poutine réalise que manipuler les rivalités des grandes puissances pour étendre son influence ne fonctionne plus comme avant. Cette prise de conscience rappelle celle des États-Unis dans les années 70, lorsqu'ils ont dû reconnaître que les mouvements de libération du Sud global ne suivaient plus les schémas classiques. Mais la force réelle de cette révolution tient au réseau invisible d'investissement et de compétences. Les afrodescendants bâtissent des ponts entre les marchés financiers, les laboratoires et les entreprises africaines, créant un écosystème entièrement hors de portée de la Russie. Pour le Kremlin, ce n'est pas juste une question de contrat militaire perdu, c'est la disparition d'un levier géopolitique qui existait depuis des dizaines d'années.
En 2023, le fonds Diaspora Capital a permis à plus de 100 startups africaines d'accéder à des financements sans conditions imposées par l'Occident ou la Chine, une première qui change la donne pour l'innovation locale. Si cette coopération unique venait à se fissurer, l'Afrique risquerait de retomber dans le vieux piège. Remplacer une tutelle étrangère par une autre, rester dépendante des aides, des armes ou de promesses venues d'ailleurs. Mais tant que ce modèle inédit tient, il inquiète même les stratèges les plus chevronnés du Kremlin. D'ailleurs, lors d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité russe, des conseillers de Poutine ont reconnu que l'Afrique de l'Ouest était devenue imprévisible, un qualificatif jadis réservé à des puissances comme la Turquie ou l'Iran. Mais comment cette révolution silencieuse a-t-elle pu prendre racine alors que tout semblait figé depuis des décennies ? Tout a basculé lors d'une rencontre inattendue entre Ibrahim Traoré et Vladimir Poutine. Reconstituons la scène. Dans une pièce sobre du Kremlin, loin des caméras, Traoré expose la stratégie de son pays. Il explique comment la confiance entre Africains et Afro-descendants a permis de contourner tous les obstacles, de la logistique militaire à la mise en place de filières agricoles autonomes. Poutine, réputé pour son flegme, écoute, interroge, note. À la fin, il lâche « Nous pensions que l'Afrique n'avait pas de plan. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes à la traîne. » Et si les grandes puissances n'étaient plus le centre du monde? Imaginez, pour la première fois, le destin des peuples ne dépendrait plus des décisions prises à Washington, Moscou ou Pékin, mais de l'union de leurs propres enfants aux quatre coins du globe. Ce bouleversement, longtemps inimaginable, se dessine aujourd'hui sous nos yeux, prêt à faire vaciller tout l'ordre établi. Un parallèle s'impose avec la révolution Meiji au Japon, où le pays, en s'appuyant sur sa diaspora et en adaptant les technologies étrangères, a réussi un bond historique vers la modernité. Quand Vladimir Poutine lui-même admet avoir mal calculé sa stratégie en Afrique, ce n'est pas anodin. Pour la première fois, le maître d'échecs du Kremlin reconnaît que la Russie doit tout repenser. Pourquoi? Parce qu'un nouveau modèle lui échappe, la force de l'unité afro-diasporique. Ce lien inédit, forgé entre Africains et Afro-descendants, prouve que l'Afrique n'est plus condamnée à la tutelle étrangère. Elle n'a besoin que d'elle-même et de ses enfants éparpillés à travers les continents. Ce modèle inspire bien au-delà du continent africain. En Asie, au Moyen-Orient et même en Europe, d'anciennes nations fracturées par l'exil ou la colonisation observent ce réveil avec attention. Elles y voient une voie possible vers l'émancipation grâce à leur diaspora devenue source d'innovation et de puissance économique. À Pékin, Washington et Bruxelles, les analystes s'interrogent. Comment l'Afrique a-t-elle réussi à retourner l'arme de la dépendance contre ceux qui l'imposaient? Devant cette révolution silencieuse, une question demeure, brûlante. Que pouvons-nous vraiment apprendre de ce basculement? Et surtout, comment chaque individu peut-il, à son échelle, en tirer la force de reprendre le contrôle de son avenir? Pourtant, l'avenir reste incertain. Deux voies s'ouvrent. L'une mène vers une Afrique maîtresse de son destin, capable d'inspirer d'autres peuples dispersés à retrouver leur force. L'autre vers une rechute sous l'influence des puissances traditionnelles et la répétition éternelle de l'histoire. L'exemple du printemps arabe, où l'élan collectif a parfois été récupéré de l'extérieur, rappelle que la vigilance est de mise. Car derrière ce récit géopolitique se cachent des choix personnels et collectifs. Le prochain témoignage révèle comment ce mouvement transforme concrètement des vies. La clé, c'est la famille. L'unité familiale portée par la diaspora supplante la logique froide des alliances opportunistes. Là où les grandes puissances tissaient des pactes d'intérêt, l'Afrique construit des liens de sang, de culture et de confiance avec ses enfants du monde entier. Cette solidarité réveille un sentiment d'appartenance et une énergie collective qui manquait aux alliances traditionnelles. Prenons l'exemple de la communauté libanaise, qui, grâce à ses réseaux familiaux, a développé un négoce international sans équivalent. L'Afrique, à sa manière, reproduit et amplifie ce modèle. Mais l'ambition ne s'arrête pas là. L'objectif est d'unir plus de 30 pays africains, de créer des universités et des entreprises véritablement africaines capables de rivaliser avec le reste du monde. Le but est limpide, bâtir une puissance qui ne renie ni ses racines ni ses rêves. Pour la première fois, l'Afrique entrevoit la possibilité d'être indépendante, créatrice de richesses et de savoir, fière de son identité et respectée à l'échelle mondiale.
Pour y parvenir, il faudra surmonter les divisions linguistiques, les cicatrices du passé et les tentatives étrangères de saper cette union. Mais l'histoire récente prouve que l'impossible n'est qu'un mot. L'unité authentique n'est pas qu'un slogan. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est l'arme la plus puissante dont nous disposons tous. Dans les années 60, la solidarité entre Vietnamiens du Nord et du Sud a permis de résister à la pression de deux superpuissances. En Afrique, la diaspora joue ce rôle, non par les armes, mais par l'innovation, l'éducation, la finance. Cessez d'attendre un sauveur venu de l'extérieur. L'histoire récente l'a prouvé, les vraies victoires émergent quand ceux qui partagent des racines et une vision s'allient. Ce n'est pas l'aide lointaine qui transforme une nation, mais le courage de bâtir côte à côte entre semblables. Lors de la reconstruction du Rwanda après le génocide, c'est le retour des exilés qui a permis de relancer l'économie, avant même les aides internationales. Regardez le modèle afro-américain. Au lieu d'espérer un miracle, ils sont revenus, ont investi, partagé compétences et expériences. Ce choix a bouleversé les règles. Quand des ingénieurs, médecins ou entrepreneurs de la diaspora s'unissent pour un projet commun, le monde doit reconnaître une force nouvelle. C'est ainsi que nous avons sécurisé nos communications, révolutionné la santé, prouvé qu'aucune frontière n'arrête l'innovation si tout le monde avance ensemble. À Lagos, la Diaspora Tech Week a permis à des centaines de jeunes innovateurs locaux de présenter leurs solutions à des investisseurs du monde entier. Chacun d'entre nous détient une part de ce pouvoir. Éduquer, c'est donner à la jeunesse les clés du futur. Investir, ce n'est pas toujours de l'argent. Un conseil, un réseau, une heure de partage comptent autant. Transmettre ses compétences, c'est transformer un savoir individuel en pouvoir collectif. Même la fierté retrouvée, celle de nos origines, devient une énergie qui propulse tout un peuple. Les exemples abondent. Un étudiant sénégalais revenu de Montréal fonde une école de code à Dakar. Une entrepreneuse ivoirienne basée à Atlanta organise des ateliers d'autonomisation pour les femmes rurales. Mais le temps est compté. Si nous restons inactifs, cette fenêtre historique se refermera et la division continuera d'alimenter la domination étrangère. Nous risquons de manquer le moment où tout bascule. L'expérience du Zimbabwe, qui n'a pas su capitaliser sur l'élan de l'indépendance en 1980, montre les risques de l'inaction et des divisions internes. Le vrai pouvoir n'est ni à Moscou, ni à Paris, ni à Washington. Il réside dans notre capacité à nous soutenir, à refuser la division imposée, à bâtir un avenir qui n'appartient qu'à nous. Ensemble, nous pouvons créer des alliances solides, des entreprises prospères, des écoles nouvelles et relever des défis jadis jugés impossibles. À Johannesburg, la coopérative AgriFuture, fondée par des Sud-Africains et des membres de la diaspora canadienne, montre que la réussite collective est possible. Le monde a basculé. À présent, une question s'impose. Qu'allez-vous faire de cette ouverture inédite? Mais la question demeure. Comment Ibrahim Traoré a-t-il compris ce potentiel lors de sa rencontre secrète avec Vladimir Poutine? Que s'est-il vraiment dit dans ce tête-à-tête qui pourrait tout changer? Rappelez-vous, ce que nous bâtissons aujourd'hui décidera de la place de nos enfants sur la scène mondiale de demain. Ce n'est pas un slogan, mais un fait confirmé par l'histoire. À chaque époque, les peuples capables d'unir leurs forces ont su imposer leur vision. Alors, comment faire de cette unité retrouvée une force durable? La solution n'est pas seulement politique ou économique. Elle commence chez chacun, dans chaque foyer, chaque quartier, chaque projet commun. Tous peuvent y contribuer, à la mesure de leurs moyens, pour que l'unité devienne notre norme et non l'exception. À Abidjan, des associations de quartiers regroupent désormais locaux et membres de la diaspora pour des projets de microcrédit, de formation ou d'agriculture urbaine. Ce que nous traversons n'est pas une simple évolution, c'est une rupture, un moment charnière où chaque choix compte. Participer à la transformation de l'Afrique et de sa diaspora ou rester spectateur pendant que d'autres bâtissent l'avenir, voilà l'alternative. Pour s'engager, il existe des étapes simples, rejoindre un réseau local ou international, proposer son expertise, soutenir des initiatives naissantes ou simplement partager ce récit pour inspirer d'autres à agir. Des décennies durant, on a martelé que l'Afrique devait attendre le salut venu d'ailleurs. Technologie, capitaux, savoir. Or, l'initiative d'Ibrahim Traoré, suivie de la volte-face de Vladimir Poutine, a tout remis en cause.
Lorsque les Africains et les Afro-descendants s'unissent, non pas par nostalgie mais dans l'action concertée, l'impossible recule. Le projet Africa Coding Academy, né d'un partenariat entre des informaticiens ghanéens et des formateurs de la Silicon Valley, en est la preuve vivante. Observez les conséquences d'une indépendance assumée. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont tissé une alliance militaire sans précédent, sans troquer une domination contre une autre. Grâce à la diaspora afro-américaine, ils ont conçu des télécommunications inviolables, visé l'autonomie énergétique là où même Moscou a calé et formé des médecins œuvrant sur le continent. Les résultats sont mesurables. Baisse des coupures d'électricité, hausse du taux de scolarisation et multiplication des startups locales. Ce sursaut d'unité a dérouté tous les stratèges. Les experts russes doutaient, les puissances traditionnelles n'ont rien anticipé. Pour la première fois, les ressources d'Afrique restent sur le sol africain. Et ce sont ces enfants, épaulés par leurs pères d'Amérique, qui innovent, créent la valeur et prouvent qu'ils n'ont plus à supplier qui que ce soit. Ce modèle est étudié aujourd'hui dans les think tanks de Berlin à Tokyo. Ce modèle inédit fait trembler les anciens empires. Une Afrique qui dicte ses règles, attire l'investissement selon ses propres termes et exporte enfin des solutions, pas seulement des matières premières. Les réseaux tissés avec la diaspora rendent obsolètes les jeux d'influence, qu'ils viennent de l'Est ou de l'Ouest. Ce renversement est comparable à la montée du mouvement des non-alignés dans les années 60, mais avec une dimension technologique et entrepreneuriale inédite. Le changement n'est pas une question de demain, il se joue ici et maintenant. La vraie question, c'est la place que vous y prendrez. Saisirez-vous cette chance unique ou la laisserez-vous filer, au risque de regarder d'autres écrire l'histoire à votre place? L'histoire regorge de moments où l'inaction a coûté cher. Ne répétons pas les erreurs du passé. Mais ce moment ne portera ses fruits que si chacun s'en empare. Rester passif, c'est abandonner votre avenir à d'autres, accepter que votre potentiel serve des intérêts extérieurs. S'engager, fût-ce modestement, c'est contribuer à une renaissance qui n'attend l'autorisation de personne. Qu'il s'agisse d'un groupe de jeunes créateurs de contenu à Bamako ou d'une association de femmes entrepreneuses à Accra, chaque initiative compte. Choisir, c'est briser les chaînes des récits anciens qui confinaient l'Afrique et ses descendants à l'arrière-plan. C'est comprendre que l'indépendance ne se réclame pas, elle se forge jour après jour par des actes, des alliances sincères et le refus obstiné de la résignation. Il s'agit d'oser créer, d'oser rêver et surtout d'oser agir. Aujourd'hui, une occasion rare se présente. Bâtir une transformation dont, demain, vos enfants seront fiers de dire « J'étais là, j'ai choisi la renaissance ».